Réviser au dernier moment et réussir son concours d'attaché territorial, c'est possible. Depuis quasiment 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai eu plein de témoignages de candidats dans ce cas-là. Et même dans mon entourage avec d'anciens collègues par exemple, j'ai eu la preuve concrète que ça existait. Alors oui, certains sont peut-être plus talentueux ou plus chanceux. Après tout, ça reste un concours et le hasard, c'est une composante qu'il faut accepter. Mais il y avait quand même un point commun entre toutes ces réussites que n'importe qui peut reprendre à son compte, à savoir s'organiser de façon stratégique. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble comment mettre toutes les chances de réussite de notre côté quand on s'y prend au dernier moment. Alors attention, c'est évidemment pas magique et ça reste pas l'idéal de réviser comme ça ces révisions 2 mois, 1 mois ou même 2 semaines avant la date butoir. C'est mieux de s'y prendre plusieurs mois à l'avance, 5-6 minimum, mais bon, parfois la vie fait qu'on n'a pas le temps, que c'est pas notre priorité absolue, surtout quand on avance dans l'âge et qu'on a plus de responsabilités, des enfants, etc. Dans ce contexte, il va falloir appliquer le concept de 20-80. À la base, la théorie du 20-80, c'est une théorie de l'économiste Vilfredo Pareto qui démontre que, de façon générale en économie, 20% des causes provoquent 80% des effets. Par exemple, il est fréquent de voir que dans une entreprise, on a environ 20% des produits qui ramène environ 80% du chiffre d'affaires. Pour de nombreuses personnes, cette logique, elle est quasi universelle et ça peut donc être transposé dans la plupart des domaines. Et même si la scientificité de cette théorie dans le domaine de l'apprentissage n'est pas absolue, il semble logique de concentrer ses efforts sur les environ 20% à faire pour obtenir un résultat correct, que ça tourne d'ailleurs autour des 80% de résultats ou pas. Et ça, clairement, même si c'était pas fait consciemment, c'est une stratégie adoptée par les gens qui réussissent leur concours en révisant au dernier moment. Ils ont concentré leur travail sur le principal sans s'éparpiller dans des détails. Donc il faut identifier quels sont ces 20% d'efforts à fournir dans ce court laps de temps pour à minima se donner des chances de réussir ce concours. Dans cette vidéo, on va donc évoquer les stratégies générales que j'adopterais, moi, si j'étais dans cette situation, et qui sont valables pour les 3 concours d'attaché, en externe, en interne et en 3e voie. Mais on verra aussi les spécificités de chaque type de concours. D'ailleurs, cette vidéo, elle est chapitrée, donc vous pouvez aller directement sur la partie qui vous intéresse. Cette vidéo, c'est aussi la suite d'une vidéo que j'avais faite il y a déjà pas mal d'années, et vous pouvez aller la voir en cliquant en haut à droite sur le i comme info. Mais ici, voilà, j'y ajoute quelques conseils généraux et aussi plus de détails spécifiques pour le concours d'attaché. Alors on commence avec un conseil qui va à l'encontre du conseil habituel, qui est d'anticiper l'oral. Souvent, les formateurs, y compris moi d'ailleurs, on vous conseille de préparer votre oral en amont. Donc de ne pas attendre de passer l'écrit et donc d'anticiper des mois à l'avance pour commencer à écrire votre exposé oral. Mais là, on n'a pas le temps. On a déjà un timing hyper restreint pour préparer l'écrit et sans réussite à l'écrit, il n'y a pas d'oral. Donc là, il faut vraiment faire un all-in, mettre le tapis, comme on dit au poker, sur l'écrit. Et une fois passé l'écrit, on refera aussi un all-in, un tapis sur l'oral. Donc on concentrera tous nos efforts d'abord sur l'écrit, puis, si on est pris, tout sur l'oral. Alors ça sera sportif dans les 2 périodes, mais on n'a pas le choix. Et puis, ça a le mérite d'évacuer pas mal de pensées parasites, entre guillemets, puisqu'on reste focus sur un objectif à la fois. Pour ce 2e conseil, je vous invite à être créatif pour trouver du temps, quitte à bousculer temporairement des éléments importants de notre vie. Ça peut être le sommeil, en se levant 1 heure plus tôt pour réviser. Ça peut être les loisirs. Pendant un mois, au lieu de regarder une série Netflix, vous révisez. Ça peut être les pauses déjeuner avec vos collègues. À la place, vous pouvez réviser dans votre bureau avec votre repas préparé ou dans un coin de la cafette. Alors oui, je sais, ça va un peu à l'encontre des conseils habituels que moi-même je peux donner aussi. Parce que c'est pas tenable sur du long terme. Au bout de 6 mois, 1 an comme ça, on pète un câble. Mais sur 1 mois ou 2, faut se bousculer un peu et se dire, et d'ailleurs dire aussi à son entourage, qu'on rentre dans une bulle pendant cette courte période. Évidemment, on peut s'accorder un peu de temps social. L'idée, c'est pas non plus de tomber dans un extrême où on dormirait 4 heures par nuit et où on verrait plus personne, mais il faut bien faire quelques efforts supplémentaires par rapport à un timing de révision normal. Si j'étais dans cette situation, un élément important sur lequel j'essaierais de travailler, et c'est pas le plus facile, c'est d'accepter ces conditions un peu particulières qu'on maîtrise pas. Ok, on n'a pas eu le temps de s'y mettre avant, mais tant pis, c'est comme ça. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que maintenant vous avez du temps, en tout cas un peu plus, et que vous êtes motivé. Donc là, ça sert plus à rien de s'apitoyer sur son sort et de se dire que c'est trop tard. Déjà parce que non, c'est pas trop tard. C'est certes un chemin plus difficile, mais ça arrive à des gens de réussir en s'y prenant au dernier moment. Dans ce genre de période, il faut, selon moi,
réfléchir en stoïcien et se dire qu'on se concentre sur ce qu'on maîtrise là, tout de suite, maintenant, et non plus sur ce qu'on ne contrôle pas, ou ce qu'on n'a pas contrôlé, ou le temps qui nous a manqué ces derniers mois. Ça, c'est du passé, et on ne peut pas revenir dessus. Par contre, on peut se concentrer sur ce qu'on peut faire maintenant et avancer. Il y a une phrase de Marc Aurèle dans Penser pour moi-même qui résume bien ça. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Appliqué à votre situation, ça veut dire qu'il faut arrêter de se torturer l'esprit sur ce que vous auriez pu faire ces derniers mois en termes de révision, vu que c'est trop tard, et que vous pouvez agir par contre maintenant et jusqu'au jour J en vous mettant un petit coup de pied aux fesses et en travaillant intelligemment avec le principe 20-80. Là, on va rentrer dans le concret avec l'étude des notes de cadrage pour cibler ces 20% d'efforts qui vont vous permettre d'avoir vos chances. C'est un travail qu'on fait plus en profondeur dans mes formations d'épreuves, et vous pouvez d'ailleurs les retrouver là sur le i comme info avec ma playlist qui présente mes formations, ou sinon en description sous la vidéo. Mais tout de suite, je vais vous donner quelques pistes pour chaque type de concours, donc externe, interne et troisième voie. Alors on commence avec le concours d'attaché en externe, et plus précisément l'épreuve de notes. Alors on voit qu'il y a plusieurs spécialités, évidemment, ça vous le choisissez au moment de votre inscription, administration générale par exemple, ou analyste, etc. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout le côté stratégique dont on parlait au début de la vidéo, et on peut commencer à affiner cette stratégie avec l'histoire des coefficients. Dans ce concours en externe, en effet, il y a des coefficients qui sont différents pour les deux épreuves écrites. Là, pour la note, c'est un coefficient 4, c'est ce qu'on nous dit ici, en bleu là. Et ce coefficient 4, il est plus élevé que celui de l'autre épreuve d'admissibilité qui est l'épreuve de composition. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté complètement l'épreuve de composition, surtout qu'elle nécessite quand même pas mal de travail de révision. Donc voilà, il faut évidemment éviter la catastrophe en composition. Mais ce que ça veut dire, c'est que on peut intelligemment se dire que oui, on va mettre le paquet sur cette épreuve de notes qui est avec un plus gros coefficient, surtout que cette épreuve, elle est, on va le voir dans la note de cadrage, assez facile, entre guillemets. En tout cas, elle ne nécessite pas un aussi gros travail d'apprentissage que l'épreuve de composition. Et vous allez voir rapidement pourquoi je vous dis ça. Le but de cette épreuve, c'est d'informer rapidement et efficacement un destinataire. Donc c'est vraiment une épreuve technique. Les attentes du jury, c'est le fait qu'on doive analyser dans notre note le ou les problèmes posés et les réponses possibles à ces problèmes en sélectionnant et hiérarchisant les informations contenues dans le dossier. Donc, bon, vous le savez déjà, mais il y a dans cette épreuve des documents, donc on s'appuie sur ces documents pour pouvoir répondre à la problématique. Et ça, c'est vraiment un avantage par rapport à l'autre épreuve de composition, où on n'a aucun support, si ce n'est le sujet sur lequel on peut se reposer. C'est vraiment nous et nos connaissances sur le sujet, notre réflexion sur celui-ci, mais on n'a pas de documents source. Alors que là, on a des documents sur lesquels on doit s'appuyer. Et donc ce qu'on nous dit, c'est que le candidat doit élaborer, après avoir repéré les informations essentielles apportées par le dossier, un plan qui reflète l'importance relative qu'il donne aux différents aspects de ce qu'il convient de transmettre. Donc, comme je vous l'ai mis ici, c'est une épreuve avant tout méthodologique. Et même dans la note de cadrage, ça va plus loin, on nous dit que l'utilisation d'informations qui ne figurent pas dans le dossier est pénalisable. Carrément pénalisable. Donc, c'est pas un objectif de se dire tiens, je vais en rajouter parce que moi j'ai des connaissances dans cette problématique. Ça va être des points supplémentaires pour moi. Je vais montrer que je maîtrise vraiment bien le sujet. Non, au contraire, ça peut être carrément pénalisable. Donc vous voyez que cette épreuve-là, moi je la trouve intéressante. Bon, déjà pour toute personne qui passe le concours, mais encore plus pour une personne qui s'y prend un peu au dernier moment et qui est dans une obligation de stratégie et de devoir cibler ses efforts plutôt sur telle ou telle épreuve. Et donc en ça, moi il y a un truc que je ciblerais bien si j'étais à votre place, c'est ce que j'ai mis ici, c'est la lecture rapide. Parce qu'on nous dit que l'omission d'une information essentielle dans les documents serait pénalisé. Et ça, c'est souvent quelque chose qui pêche au niveau des candidats. C'est le fait de se dire « Ah, j'arrive pas à tout lire, je suis un peu perdu, un peu dépassé par rapport à cette masse d'informations. » C'est souvent une trentaine de pages qu'on a à analyser. Donc, c'est vrai qu'on peut parfois se sentir un peu perdu, mais quand on sait aller chercher les bonnes informations dans un texte, on est beaucoup plus rapide dans sa lecture, et ça s'apprend. Alors c'est quelque chose que je développe dans ma formation sur la note et le rapport. On a une vidéo dédiée sur ce sujet-là,
Mais si, même si vous suivez pas, hein, cette formation, vous pouvez faire vos propres recherches sur Google et vous prendre quelques jours pour progresser en lecture rapide. Vous verrez que cet investissement en temps sur les techniques de lecture rapide, eh bien ça vaudra le coup. Vous serez beaucoup plus rapide le jour J. Donc même si vous approfondissez pas à fond et que vous en devenez pas un professionnel non plus, hein, il y a carrément des championnats du monde de lecture rapide. Bien sûr, on ne nous demande pas d'arriver à ce niveau-là, mais déjà, si vous arrivez à apprendre 2-3 techniques de lecture rapide, vous allez voir que ça va tout changer pour vous le jour J. Alors ensuite, on nous dit que c'est une mise en situation professionnelle, ok. Ça, il faut l'avoir en tête quand même, c'est le fait qu'on nous met dans la situation où on est soi-même déjà un attaché territorial. Donc, il faut connaître les missions de ce cadre d'emploi particulier, et on nous le donne ici, hein, on nous dit qu'il participe à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans différents domaines, hein, administratifs, financiers, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vous laisse aller voir, mais en tout cas, il faut toujours garder en tête qu'on attend de nous quelque chose de professionnel, même en externe, c'est quand même une mise en situation professionnelle, et non pas quelque chose de scolaire. Ensuite, un conseil vraiment important, c'est le fait que là, vous voyez, on nous donne les annales, hein, des années précédentes en fonction des spécialités. Donc par exemple, là, pour administration générale, on voit les sujets de 2022, 2020, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est même si votre concours il est dans un mois ou même pire, dans une semaine, que vous n'avez pas commencé à réviser ou à peine, c'est de prendre le sujet de la dernière session, par exemple, donc 2022. Vous trouvez ça facilement sur les sites des centres de gestion. Vous avez des annales qui vous permettent de voir ça. Vous avez le sujet, vous avez même parfois des bonnes copies et vous étudiez un peu ce sujet. Donc là, par exemple, 2022, c'était la co-construction des politiques et services publics locaux. Vous essayez de trouver une ou deux bonnes copies sur ce sujet en question. Alors le mieux, c'est évidemment de faire soi-même le sujet, de s'entraîner, hein, vraiment dans les conditions du concours, et après de pouvoir vérifier avec une ou plusieurs bonnes copies. Ça aussi, ça se trouve, hein, sur les sites des centres de gestion, que vous avez quand même plutôt répondu à la question. Alors vous n'êtes pas parti peut-être sur exactement les mêmes pistes que les candidats des bonnes copies, mais ça vous permet quand même de faire une sorte d'auto-correction, de voir si vous étiez complètement à côté ou pas. Et au-delà de ça, moi je trouve que c'est intéressant, et ce sera vrai pour toutes les épreuves de tous les concours, c'est de se faire un peu de bourrage de crâne sur les bonnes copies. Ça, c'est quelque chose qu'on analyse ensemble dans ma formation dédiée sur la note et le rapport, et c'est quelque chose que je fais en général dans mes formations, parce que l'idée c'est ça, c'est de copier, entre guillemets, les bonnes formules, les bonnes techniques qu'utilisent les candidats qui ont des bonnes notes. Hein, il ne faut pas réinventer la roue, il suffit, alors suffit avec beaucoup de guillemets, de faire comme ceux qui ont déjà réussi avant nous. Donc vraiment très important, déjà faire un entraînement et puis s'imprégner des bonnes copies. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en assez peu de temps, donc vous n'avez pas d'excuses là-dessus. Et enfin, que vous devez faire aussi, et même en très peu de temps, c'est impardonnable si vous n'avez pas ça, ce sont les exigences de forme. Et je dis c'est impardonnable, et pourtant on a beaucoup de candidats qui ne les maîtrisent pas et qui passent à côté de leur épreuve à cause de ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis une flèche à apprendre par cœur. C'est par exemple l'en-tête de la note. Bon, c'est un peu classique de mettre voilà, la collectivité émettrice, par exemple ville de machin. Dans le sujet, on nous donne des faux noms de villes ou de services. Donc la date de l'épreuve, surtout pas une autre date. Note à l'attention de monsieur ou madame, le destinataire qui est donné dans le sujet. Objet, le thème de la note. Et ensuite, éventuellement des références, même si les références, c'est pas obligatoire. Pareil, pour le plan de la note, on nous donne des instructions. On nous dit que l'intro, c'est une vingtaine de lignes. Donc, ça sert à rien de faire une intro de 5 lignes ou une intro de 40 lignes. Il faut tout simplement respecter ce qu'on nous demande. Et puis, on nous donne d'autres informations. Mais vous voyez que sur cette page-là, assez concise, il faut vraiment vous imprégner de tout ça et les apprendre par cœur. Donc voilà déjà ce que je pouvais vous dire pour cette épreuve de notes en externe. Là, c'est vraiment le minimum syndical, si j'ose dire, mais qui déjà peut vous permettre d'avoir une copie avec une note tout à fait correcte. Donc à vous de vous entraîner en fonction de ces différents points qu'on a développés. On se retrouve sur une deuxième note de cadrage, toujours pour le concours externe, mais cette fois-ci sur l'épreuve de composition, donc qui est la deuxième épreuve écrite quand on passe le concours d'attaché en externe. Comme je vous le disais juste avant, les coefficients de ces deux épreuves écrites ne sont pas les mêmes. Sur la note, c'était coefficient 4, là on voit que c'est
entre guillemets seulement coefficient 3. Alors on voit que c'est pas non plus un énorme écart, mais il y a quand même un petit écart. Donc dans notre stratégie, on a tout intérêt à mettre quand même le paquet sur la première épreuve, qui en plus nécessite moins d'apprentissage de fond, mais on va voir qu'il y a quand même un peu de boulot, voire pas mal de boulot à fournir pour celle-ci, même si on se dit qu'on vise plutôt une bonne note dans la première épreuve de notes, et qu'en composition, on va faire un peu comme on peut. Mais vous allez voir qu'avec ce souci de 20-80 dont on a parlé au début de la vidéo, j'ai quelques trucs à vous donner. Donc ce qu'on nous dit, c'est en gros qu'on attend de nous dans cette épreuve une double compétence. La première, c'est de savoir mettre en discussion, c'est-à-dire problématiser un sujet, mettre en perspective, organiser une démonstration, donc avec des arguments, un raisonnement de fond, un fil rouge. Et puis aussi, il faut maîtriser évidemment la langue écrite. Et là, je voudrais m'arrêter un tout petit peu. Si vous avez des problèmes d'expression écrite, il va falloir quand même essayer, même en express, même si vous n'avez pas trop le temps, il va falloir vous remettre un peu dans le bain. Même si votre concours il est que dans 1 mois et que vous n'avez toujours pas commencé, ce sera pas inutile de commencer peut-être par une petite semaine ou quelques jours où vous vous plongez dans un Becherel, vous revoyez les règles de base de la grammaire, parce que évidemment dans une épreuve écrite, c'est valable pour la composition mais aussi pour la note. Si votre expression est vraiment trop mauvaise, vous allez être pénalisé. Donc n'hésitez pas à repartir d'un Becherel, ou sur internet, il y a des sites qui existent pour pouvoir réviser toutes ces notions de base. Et puis ce que je peux vous proposer aussi comme petite astuce qui fait un peu d'une pierre deux coups, et on en a bien besoin quand on révise au dernier moment, c'est donc dans cette optique de maîtriser un peu mieux la langue écrite, et également en même temps de s'imprégner des bonnes copies, c'est tout simplement d'en lire, encore une fois, des bonnes copies, d'en lire plusieurs. Pareil, sur les sites des CDG, vous allez en trouver. Dans ma formation aussi, on s'attarde sur une bonne copie. Dans certains manuels aussi, vous en trouvez. Bref, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que vous en bouffiez, entre guillemets. En faisant ça, vous allez pouvoir vous imprégner à la fois de ce qu'on attend de nous sur le fond dans cette épreuve, mais aussi de ce qu'on attend de nous sur la forme, c'est-à-dire la maîtrise de la langue écrite, parce que les candidats qui ont des bonnes notes ont quand même un niveau d'expression correct. Alors, vous allez voir aussi que c'est pas forcément parfait, et ça va peut-être aussi vous détendre un peu, vous dire ok, il n'y a pas besoin non plus d'être un grand spécialiste de la langue française pour pouvoir réussir son concours. Vous allez voir que souvent c'est rédigé dans des phrasés assez simples. Ce sont des phrases courtes qui vont droit au but, qui ne sont pas forcément alambiquées, mais il y a quand même un niveau minimal. Donc, encore une fois, faites-vous des bonnes copies, vous allez voir que c'est bon à la fois pour intégrer en vous ce côté forme, mais aussi ce côté fond, les deux en même temps. Donc là, le but de cette épreuve, on nous dit, bon, c'est une épreuve de culture générale appliquée au monde territorial, donc ça sert à rien d'aller chercher de la culture générale au niveau de l'État, je sais pas, avec par exemple les grandes institutions. Là, vous n'avez pas le temps, clairement, ne vous intéressez pas maintenant, si vous êtes à 2-3 semaines du concours, au fonctionnement du Sénat ou de la Constitution, etc., parce que c'est pas le but de cette épreuve. Et on nous donne une liste non exhaustive des sujets qui peuvent tomber, enfin des domaines qui peuvent tomber, donc la démocratie, la société, l'économie, l'emploi, etc. Mais à chaque fois, c'est sous le prisme du monde territorial. En économie, on va pas vous demander une théorie économique mondiale sur, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez des plans de relance à l'échelle d'un pays? Est-ce qu'il faut être keynésien? Est-ce qu'il faut être libéral? Vous voyez, on va pas vous poser ce genre de questions. Ça va être vraiment sous le prisme local. Et donc pour ça, vous pouvez évidemment, si vous avez le temps, vous intéresser aux lois de décentralisation, au fonctionnement des collectivités territoriales. Tout ça, ce sont des connaissances à acquérir un minimum. Mais ça, vous le savez déjà. Mais ce que je vais vous conseiller ici, c'est aussi et surtout de lire la presse territoriale. On nous dit qu'il faut être curieux des différents champs énumérés dans le libellé de l'épreuve, démocratie, société, etc., en s'y intéressant par le prisme de la dimension territoriale. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la presse territoriale comme la Gazette des communes, comme Public Sénat. Alors Public Sénat, il y a aussi des news nationales, mais on voit beaucoup d'informations sous le prisme des collectivités. On a aussi le site Banque des territoires, etc. Et moi, ce que je vous conseille concrètement, c'est de cibler les grandes thématiques. Donc, par exemple, les compétences des collectivités territoriales,
les projets de loi de décentralisation, les projets autour du statut de la fonction publique, les projets autour de tout ce qui tourne autour de la question environnementale. Vous voyez tous les sujets qui sont en ce moment dans la presse territoriale, et ça c'est valable à n'importe quel moment, hein. Si vous voyez cette vidéo dans plusieurs années, ce sera d'autres sujets, mais ce sera tout aussi valable. Eh bien, vous essayez de vous faire des petits dossiers où vous allez chercher quelques articles, et comme ça, si vous tombez sur un sujet donné, eh bien, vous aurez déjà des billes, vous saurez quelles sont les discussions en ce moment, depuis 1 an, 2 ans, sur ce sujet, quels sont les enjeux. Par exemple, pour les prochaines années, il y a cet enjeu du zéro artificialisation nette, et on a de nombreux articles qui nous expliquent quelles sont les positions de telle ou telle institution, quelles sont les problématiques que ça pose concrètement dans les collectivités territoriales, etc. Et si je veux aller un petit peu plus loin pour vous faciliter la vie, par contre, malheureusement, c'est quelque chose de payant, c'est de vous prendre un abonnement à la Gazette. Alors, je vous dis ça, je suis absolument pas payé par la Gazette pour vous dire ça. C'est simplement que dans une optique de gain de temps, si vous révisez au dernier moment, vous êtes dans cette situation-là, moi, je lâcherais bien un petit abonnement d'1 mois seulement pour avoir accès à tous les articles de la Gazette et pour pouvoir me faire justement ce que je vous disais, ces fiches thématiques et comme ça en quelques jours, quelques semaines, pouvoir me constituer un vivier d'éléments que je pourrais mettre en avant si ça tombait sur tel ou tel type de sujet. Ensuite, comme pour l'épreuve précédente, on a un formalisme à respecter à la lettre. Pareil, hein, là, tout est dit dans la note de cadrage, donc je vous laisse aller voir, faut vraiment pas en sortir. Et même conseil, allez voir les sujets des années précédentes, essayez de vous faire au moins un entraînement avant le jour J, et puis allez voir des bonnes copies, en lire. Pour ceux qui passent le concours en interne et en 3e concours, alors on a aussi des spécialités, hein, administration générale, urbanisme, etc. Mais pour le côté stratégique, vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus simple puisqu'il n'y a qu'une seule épreuve écrite. Donc all-in, comme on dit dans le poker, ou tapis en français, sur cette épreuve. Il n'y a pas à se torturer l'esprit avec 2 épreuves différentes, qu'est-ce qu'on révise, etc. Donc ça a le mérite quand même d'être plus clair. Alors sur cette épreuve de rapport, eh bien il y a 2 temps. Il faut analyser les documents, répondre en fait à la question du sujet, mais dans le 2e temps, il faut dégager des solutions opérationnelles qui sont adaptées aux problèmes posés. Ça diffère un peu de l'épreuve de notes qu'on retrouve en attaché en externe, mais s'il y a un truc qui change pas par contre par rapport à l'épreuve en externe, c'est la lecture rapide. Il y a une nécessité de maîtriser un minimum la lecture rapide, puisqu'on nous dit que le candidat devra être attentif à ne négliger aucun élément du dossier afin de ne pas omettre d'informations essentielles. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure pour les externes, on ne peut pas lire tous les documents normalement. Il faut acquérir des techniques de lecture rapide, et même si on ne devient pas un professionnel de la discipline, eh bien il faut acquérir 2-3 techniques. On voit soit dans ma formation, soit sur Google, vous pouvez aussi faire vos recherches. Il y a des livres aussi sur le sujet, mais bref, vous pouvez pas passer à côté de ça. Il faut que vous soyez un minimum à l'aise dans la recherche d'informations dans les documents. Si déjà c'est la panique quand vous êtes face à ce corpus de documents, c'est pas bon. Il faut que vous trouviez un minimum de confiance et ça passe par la lecture rapide. Alors ensuite, il y a une petite différence avec la note. On nous dit qu'il y a un caractère professionnel plus affirmé dans cette épreuve. Alors, on l'a vu tout à l'heure, sur l'épreuve en externe, il y a déjà un caractère professionnel. On nous demande de nous mettre dans la peau du personnage, entre guillemets. Mais là, comme on est déjà en interne, ou en tout cas en 3e voie, on a aussi de l'expérience professionnelle, on attend un peu plus encore de côté professionnel dans cette épreuve. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Il faut qu'on puisse dégager des solutions réalistes et qu'on précise les conditions et les moyens de leur réalisation. Donc là, à l'inverse du concours en externe, là, on attend de nous d'avoir des connaissances extérieures au document. Par exemple, si on le passe en interne, on attend de nous une vraie réflexion sur la mise en place de telle ou telle politique selon le sujet, et dans un cadre juridique contraint, un cadre financier contraint aussi, avec des politiques de ressources humaines qui sont pas extensibles à l'infini. Vous voyez, tout ce genre de choses qu'on a en fait dans notre quotidien quand on est déjà dans la fonction publique territoriale. Eh bien, il faut que ça ressorte dans votre copie. Autre chose que j'ajoute par rapport à la note de cadrage, c'est le fait de parler du mode projet. Finalement, les solutions opérationnelles, elles doivent respecter le cadre du mode projet. Hein, donc ça, c'est quelque chose que vous devez montrer, même si vous ne le dites pas texto clairement, voilà, on va procéder à un mode projet. Il faut que les étapes que vous proposez dans la mise en place de vos solutions
correspondent en fait à ce mode projet. Donc pareil, si vous savez pas ce que c'est, ça doit faire partie de vos révisions de dernier moment là, juste avant votre concours. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur YouTube il y a plusieurs années. Et sinon, même conseil que pour les autres épreuves en externe. Là, il va falloir faire un gros travail sur les annales. Vous allez trouver au moins la session précédente, sujet. Donc par exemple en 2022, en administration générale, c'était la gestion dématérialisée de la relation aux usagers dans les collectivités. Ce qui serait top, c'est que vous ayez le temps de faire ce sujet, ou un autre selon votre option, et que vous puissiez vérifier avec des bonnes copies. Ça, pareil, sur Google, vous allez trouver sur les sites des centres de gestion à la fois les sujets, mais aussi les bonnes copies. Et le but, c'est de s'en imprégner le plus possible, de vous faire un bon bourrage de crâne avant de passer votre épreuve le jour J. Et vous allez voir qu'en faisant ce petit travail au préalable de maîtrise du mode projet, de réflexion sur les ressources humaines, sur le cadre financier, sur toutes ces contraintes qui pèsent sur les collectivités, et bien quand vous allez lire les bonnes copies des sessions précédentes, vous allez plus intégrer ce souci qui ressort bien justement dans les bonnes copies, dans cette partie 2 sur les solutions opérationnelles. Et le but derrière, c'est que ça devienne une sorte de réflexe et que vous ayez même plus trop à réfléchir en fait dans l'élaboration de votre plan, que vous sachiez quoi mettre comme type d'information dans telle ou telle partie du plan. Voilà, j'espère que ce petit travail sur les notes de cadrage vous ont aidé à y voir un petit peu plus clair, à cibler vos révisions dans ce court laps de temps qui vous reste, et puis aussi à vous redonner un petit boost de motivation. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais terminer sur une notion du sociologue Pierre Bourdieu qui est l'auto-élimination. L'auto-élimination, c'est un concept qu'il avait inventé à l'époque pour parler du fait que, grosso modo, les enfants d'ouvriers, par exemple, en tout cas les enfants des classes populaires, s'auto-éliminaient des études supérieures. Un enfant d'ouvrier, par exemple, qui a son bac, pourrait tout à fait, surtout à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui, pouvait aller à l'université, en droit, en médecine, etc., pour tenter sa chance et y aller. Sauf que chez certaines personnes, il y avait ce discours plus ou moins inconscient d'auto-élimination. En gros, ça consiste à dire les études, c'est pas fait pour moi. Et du coup, alors que factuellement, on pourrait tout à fait s'inscrire, y aller et puis tenter le coup, eh bien, on n'y va pas. On s'auto-élimine. Et bien là, pour les concours, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que cette notion que j'avais vue de façon théorique à la fac et que bon, j'avais pu voir aussi quand même chez certaines personnes en discutant, eh bien, on la retrouve en fait concrètement chez des gens qui passent les concours. On a des personnes qui s'inscrivent même pas, qui n'osent pas s'inscrire, d'autres qui osent s'inscrire mais qui repoussent un peu les formations et une fois arrivés au dernier moment se disent bah de toute façon c'est pas pour moi. Et ça, vraiment, c'est un discours contre lequel je voudrais que vous luttiez. Si vous en êtes là aujourd'hui à vous dire bon, de toute façon, il me reste pas beaucoup de temps et j'ai aucune chance, bah, tentez quand même de toute façon. Comme me le dit mon père depuis que je suis tout petit, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Et effectivement, de temps en temps, la chance nous tombe dessus. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et moi, ce que j'ajouterais à ce discours de mon père, c'est que la chance, ça se provoque. Donc, si vous êtes inscrit à ce concours d'attaché territorial, allez-y, préparez comme vous pouvez dans ce dernier laps de temps qui vous reste. Tentez le coup et on verra bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour cette dernière ligne droite et surtout, lâchez rien.